À mesure que le Maroc affirme son poids diplomatique, économique, sportif et continental, sa visibilité internationale s'intensifie. Mais cette exposition s'accompagne également d'une multiplication des récits, parfois favorables, parfois critiques, qui façonnent la perception du Royaume du Maroc bien au-delà de ses réalisations. Pendant 6 mois, le cabinet Affinitix a analysé plus de 4100 articles publiés par 363 médias dans 53 pays afin de mesurer pour la première fois la manière dont le Maroc est raconté dans la presse internationale. Une étude qui pose une question centrale. À l'heure du soft power et de la guerre informationnelle, la puissance d'un État se mesure-t-elle autant à sa capacité d'agir qu'à celle de raconter son action ? Et bien pour en parler, nous sommes en direct depuis Casablanca avec Omar Alaoui, fondateur d'Affinitix, expert en intelligence de la donnée et en analyse d'opinion et également représentant du Financial Times au Maroc. Omar Alaoui, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup pour avoir reçu. Soyez le bienvenu. Alors votre étude repose sur l'analyse de plus de 4100 articles publiés dans 53 pays. Quel est selon vous le principal enseignement de cette cartographie médiatique ? Est-ce que le Maroc est aujourd'hui davantage observé ou davantage scruté ? À mon sens, on a distingué une nuance claire dans le rapport, c'est qu'il y a un clivage net entre le sud et le nord. Ce fait est causé par le type de cadrage médiatique qui se fait dans ces économies, c'est-à-dire dans les économies du Nord. Je parle du Nord en général, c'est les États-Unis, c'est l'Europe du Nord, les démocraties occidentales. Ils ont une façon très particulière de couvrir l'information. Alors vous montrez... Oui. Et puis on a le Sud qui est beaucoup plus... qui cadre les informations d'une manière beaucoup plus fraternelle, beaucoup plus émotionnelle. Et honnêtement, certains d'entre eux ne nous rendent pas service forcément, parce que les éloges et disons le favoritisme de couverture, à un certain moment, devient une opinion et n'est plus pris au sérieux. Alors vous montrez que certains pays très proches du Maroc sur le plan diplomatique portent pourtant un regard médiatique plus critique, tandis que d'autres lui sont beaucoup plus favorables. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe ? L'image d'un pays dépend-elle davantage des intérêts géopolitiques que de ses performances réelles ? Non, c'est vraiment le type, l'expertise éditoriale des médias. C'est-à-dire que quand vous adressez à un média du type de New York Times ou de Guardian ou de Financial Times, leur façon de recevoir et de lire un communiqué de presse est totalement différente de la manière qu'il va être approché, perçu et interprété, disons, par les rédactions en Afrique ou dans les pays du Golfe ou même en Asie du Sud-Est. Alors les journalistes des pays occidentaux, ils veulent toujours connaître le why de la chose. Alors monsieur Alaoui, oui, après vous, je vous écoute. Alors, vous leur donnez l'information et ils veulent toujours savoir le why. C'est-à-dire, vous pouvez dire au New York Times, on construit une infrastructure sportive qui coûte X dollars. Le journaliste, il va dire, oui, mais dans le parti sud du monde, vous leur donnez un article qui dit on construit une infrastructure sportive de X dollars, ils vont dire oui, bravo. Vous voyez ? Alors, j'ai schématisé un peu, c'est beaucoup plus complexe et compliqué, mais c'est grosso modo la nuance qui se dégage du rapport. Omar Alaoui, vous défendez l'idée que les États ne sont plus seulement en concurrence sur les plans économiques ou diplomatiques, mais aussi dans la production des récits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par cette bataille des récits, justement ? En fait, il y a un challenge qui est posé que pose le rapport, c'est que le Maroc a un capital réputationnel très important dans le monde entier. On ne va pas traiter des pays qui sont dans une position de contestation bruyante, mais la plupart des pays du monde ont une perception très favorable du Maroc. Pourtant, il ne faut pas mélanger capital de réputation et influence. D'accord ? Parce que les médias ne rapportent pas seulement les faits, ils les hiérarchisent, ils les cadrent
dans des schémas interprétatifs qui favorisent une certaine opinion à leur marché. Donc nous, on est soumis à ces, disons, ces cadrages médiatiques qui varient selon les marchés. Dès lors, nous, on dit qu'il ne faut plus produire du contenu qui soit one size fits all. Il faut que les contenus soient taillés et denses par rapport au marché. Certains marchés auront un certain type de contenu, d'autres auront d'autres types de contenu. On a aussi un autre challenge qui, si vous permettez, c'est que on est dans une situation où on compte trop sur la, comment dirais-je, sur le soft power de séduction, c'est-à-dire le sport, l'économie soft, la culture, le tourisme. Et ces choses-là ne sont pas les vecteurs de construction de ce dont a besoin le Maroc pour s'imposer comme puissance industrielle, qui est notre que l'autorité intellectuelle. Nous devons devenir une source d'informations qui ne sont pas contestées, mais qui sont engagées. Pour arriver à ce stade, il faut développer du contenu qui soit basé sur des données, des intervenants de haut niveau, des think tanks de haute réputation, des centres académiques, des centres de recherche. Et quand on produit ce genre de données, les rédactions du Monde, qui nous importent aujourd'hui, à mon avis, qui sont les médias des économies libérales, qui ne sont pas contre nous, détrompez-vous. Ils sont pour nous, mais ils veulent des preuves. Ils veulent du narratif qui soit documenté. Alors, votre étude montre également qu'à mesure qu'un pays gagne en influence, il devient aussi plus exposé aux contre-récits et aux campagnes informationnelles. Est-ce qu'on peut dire que la guerre de l'information est devenue le revers de la puissance? Est-ce que les succès d'un pays deviennent-ils désormais des objets de compétition narrative? Je dirais que oui. Et les grands pays qui communiquent et exportent leur culture maîtrise cet outil depuis très longtemps. La plus grande exportation des États-Unis, ce n'est pas la technologie. C'est leurs films, c'est leurs habits, c'est leur méthode de manger, c'est leur culture pop qu'ils exportent dans toutes les parties du monde. Et ils ne sont pas dans une approche où, s'ils sont critiqués, ils sont critiqués parce qu'ils sont leaders. Donc, si le Maroc, aujourd'hui, veut assumer sa position qu'il est en train de dire haut et fort, il doit accepter les contestations, pas seulement les célébrations. Donc, quand quelqu'un va contester, il faut lui répondre avec une méthode chirurgique, avec des données, des précisions, et jamais avec le silence ou, disons, la réponse violente, entre guillemets. Ces gens-là ont tout simplement besoin que lorsqu'ils créent un incident par une couverture, on doit tout simplement leur parler, leur donner des facts, du fact-checking. Ce sont des rédactions qui sont dans le fact-checking. Ils accepteront totalement un document de fact-checking. Bien entendu, cela nécessite une infrastructure. Il faudrait des experts qui maîtrisent ces outils et qui puissent suivre les articles, suivre les tendances et les pays et les régions. Vous écrivez que le Maroc doit passer de statut de pays séduisant à celui de pays qui fait autorité. Quelle différence faites-vous entre ces deux notions? Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui l'autorité intellectuelle d'un État, d'après vous? L'autorité intellectuelle, c'est ce qui fait qu'on ne conteste pas une information lorsqu'elle vient du New York Times ou du Financial Times. Ce sont des autorités dans leur industrie. Donc nous, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, notre soft power, il est bâti sur le tourisme, la culture, un peu de société, la diplomatie royale, etc. Ces choses-là ne vont pas bâtir l'autorité intellectuelle qui va supporter, disons, la moralité d'une puissance industrielle. On est dans une économie de facts, de technologie, d'économie verte, de logistique. Et on a ces instruments-là. On a Tangemède, on a l'hydrogène, on a l'énergie verte. Il suffit juste
d'alimenter ces vecteurs avec de la donnée et les soumettre pour construire un autre type de narratif. Aujourd'hui, qui écrit le récit international du Maroc? Est-ce que ce sont les médias, les think tanks, les plateformes numériques ou encore les influenceurs ou bien les algorithmes eux-mêmes? En fait, notre diagnostic a été fait sur la couverture médiatique. Tout ce qui a été écrit par 363 médias dans le monde, et ces gens-là reprennent les dépêches ou reprennent les articles de confrères. Ce ne sont pas des reprises des réseaux sociaux ou des posts, etc. Non, ce sont des contenus qui ont été générés par les agences de presse ou par des médias X, Y, Z. Et ils sont repris et ils sont interprétés. Bien entendu, quand ils écrivent, comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont cadrer cette information, ils vont la hiérarchiser pour qu'elle s'inscrive dans des schémas interprétatifs qui orientent leur opinion. C'est-à-dire que là, il y a un facteur idéologique et on a identifié également les idéologies qui viennent créer une sorte de ségrégation dans comment l'information est traitée. Donc le Maroc aujourd'hui, à mon avis, c'est bien qu'il soit fort en tant que pays séducteur. Mais pour passer à l'autorité intellectuelle, il y a un chantier. C'est-à-dire qu'ils doivent se focaliser sur ce que moi j'appelle la newsroom expertise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se focalise sur la partie business et c'est là où l'autorité intellectuelle se construit. Elle se construira. Oui. Le Maroc dispose d'atouts considérables. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a la stabilité diplomatique, la diplomatie africaine, la diaspora, les grands événements sportifs ou encore la Coupe du Monde 2030 qui approche. Pourquoi est-ce que ces réussites ne suffisent plus à elles seules à construire une influence durable? Est-ce qu'il faut désormais raconter autrement le Maroc plutôt que simplement communiquer sur ses réussites? Ce que vous avez cité là, l'ensemble représente le soft power séducteur. Le sport, le tourisme, la diplomatie africaine, etc. D'accord. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a une vingtaine de médias dans le monde qui influencent le reste des médias du monde. Je peux vous les citer un par un. Ces médias-là sont des générateurs de contenu. Je dis n'importe quoi. C'est lorsque, par exemple, le Wall Street Journal écrit un article sur le Maroc, cet article va parcourir toutes les salles de rédaction qui couvrent le Maroc. Donc, ce sont des médias, même s'ils sont peu nombreux, en fait, ils ont représenté un peu de 25% des contenus qu'on a collectés, mais ils ont un fort pouvoir de dissuasion sur le reste du monde. Donc, je ne dis pas qu'il faut abandonner le soft power séducteur, mais il faut migrer et intégrer le soft power de l'autorité intellectuelle. Revenons sur une de vos affirmations au lendemain de la CAN, qui disait que ce n'était pas seulement un tournoi, mais une projection de puissance. Est-ce qu'on peut dire que le Maroc a tiré les enseignements de cette expérience pour renforcer sa stratégie d'influence? Et comment mieux se prémunir justement contre les campagnes de dénigrement? Écoutez, les campagnes de dénigrement, c'est ce qu'on appelle, nous, la contestation bruyante. Il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire pour ça. Il faut juste, comme j'ai dit une fois avec mon frère, accepter la critique. Il ne faut pas se braquer à chaque fois qu'il y a une critique. Il faut s'armer de données et d'informations pour expliquer. S'il y a des inondations, il faut expliquer pourquoi, comment, les montants qui ont été mis, etc. Tout le monde a des inondations. On n'est pas les seuls à avoir des inondations. S'il y a quoi que ce soit, il faut juste expliquer. Il ne faut pas laisser le vide. Et il ne faut pas rentrer dans un mode de vigilance agressif. Non. Une vigilance intelligente, basée sur l'observation et la veille, et être préparé avec des data packs qu'on puisse rapidement soumettre à ces rédactions. Il se peut que l'idée, ce n'est pas que ces rédactions écrivent pour nous ou sont avec nous. On veut juste qu'ils soient justes dans leur couverture. C'est tout. On ne peut pas demander à des rédactions écrivez pour nous à perpétuité. Il faut les respecter et leur dire
on a vu ce que vous avez écrit, c'est tenu en compte, voici un complément d'information. Moi, je vous dis tout à l'heure, vous avez dit que je travaille avec les Financial Times, mais effectivement, les salles de rédaction là-bas sont fermées aux communiqués de presse. C'est comme ça. Si vous envoyez une étude complète, auditée, etc., ils vont la prendre avec grand plaisir à l'étudier. Alors, votre étude repose notamment sur le Bias Narrative Index. Comment est-ce que cet indicateur permet-il de distinguer un biais éditorial d'une simple ligne éditoriale ? Dans chaque article ou titre, vous avez une tournure. D'accord ? Je vais vous donner un exemple. Un journal écrit un article sur, disons, une usine automobile qui va être lancée à Tangemède. D'accord ? Et dans cet article, vous allez vous retrouver avec une densité de 30% des enjeux régaliens. Les salaires, les problèmes d'accès, la justice, les conditions de travail. Vous voyez, là c'est un biais. Et selon le nombre de... Pardon. Excusez-moi, avant de conclure, on est pris par le temps malheureusement. Une dernière petite question. Est-ce que selon vous, le Maroc devrait se doter d'une véritable doctrine nationale d'influence au même titre qu'il dispose d'une doctrine diplomatique ou économique ? Doctrine, je ne sais pas. Mais il faudrait mettre en place une cellule qui puisse travailler sur ça et je dirais pas sérieusement parce qu'ils travaillent sérieusement, mais travailler, nouer des relations. Et par ailleurs, je voudrais assurer que cette autorité ne va pas être construite que par l'État. Le secteur privé a un grand rôle à jouer. Le secteur académique a un grand rôle à jouer. Parce que tous ces gens-là doivent s'unir et travailler pour pouvoir bâtir cette autorité. Merci beaucoup, Omar Alaoui, pour votre analyse et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Affinitix, expert en intelligence de la donnée, en analyse d'opinion et aussi représentant du Financial Times au Maroc et que vous étiez avec nous en direct depuis Casablanca. Merci infiniment. Merci à vous.